Hello les fondus, nouvelle présentation de système de jeu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au système Dragonbane paru chez l'éditeur Free League. Et pour les backers de la VF chez Arcane Asylum, les PDF viennent de tomber sur vos comptes. Donc, comme je me suis intéressé un peu à ce système, je trouvais que c'était intéressant d'en faire une petite revue. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et à liker la vidéo avec un petit pouce bleu, voire à la partager. Ce jeu de rôle Dragonbane est en fait la réédition d'un jeu de rôle médiéval fantastique paru en 1982 en Suède, et jeu qui a connu un tel succès en Suède, qui, pour le comparer, c'est à peu près le même succès que L'œil noir en Allemagne à l'époque. Et donc pour les 40 ans du jeu, donc c'était en 2022, Free League a décidé de rééditer ce jeu, et notamment dans la langue de Shakespeare, et qui vient de nous arriver maintenant, alors actuellement uniquement en PDF et un peu plus tard en ouvrage physique via Arcane Asylum. Et pour celles et ceux qui connaissent un peu le système Year Zero Engine et puis l'OSR ou Donge, et ben, vont retrouver à travers ce système de jeu des mécaniques assez similaires. Alors, en termes de système, voici donc un pré-tiré ici. Voilà. Donc Orla Argent de Lune. Et voici sa fiche de personnage. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, on retrouve des attributs force, constitution, agilité, intelligence, volonté, charisme assez similaires à Donjons et Dragons. Mais nous allons voir que en termes de système, c'est un peu différent. Nous avons également sur la fiche donc, la famille du personnage, donc son espèce, sa profession. Nous pouvons voir que donc, le personnage dispose également de points de santé, donc l'équivalent des points de vie et de points de volonté. Que le personnage dispose également de dégâts de bonus en force, en agilité, qu'il a une caractéristique, une valeur attribuée de mouvement, qu'il dispose de plusieurs compétences acquises, acrobatie, awareness, arc, évasion, hunting et phishing, etc., etc., et de 2 capacités spéciales. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On a ensuite donc les armes que porte le personnage, en l'occurrence Orla. Nous avons ensuite une zone de compétences, donc vous voyez qu'il y a une multitude de compétences qui sont basées de fait sur des valeurs de caractéristiques, avec la caractéristique associée, et de même bon, pour les compétences générales et les compétences martiales. Nous avons donc un menu capacité, alors avec un certain nombre de points de volonté et de capacités, une liste de capacités innées, professionnelles, et le cas échéant, selon l'évolution du personnage, il pourra bénéficier également de capacités héroïques. Une zone d'inventaire avec le matériel disponible, et enfin une section origine. On retrouve donc la famille, la profession, l'âge, la faiblesse ou les faiblesses, ainsi que l'apparence du personnage, et des notes par rapport à l'historique du personnage. La création d'un personnage à Dragonbane se découpe en plusieurs étapes. On commence tout d'abord par choisir donc sa famille, son espèce. Donc ici en l'occurrence c'est l'elfe. Donc le fait de choisir donc votre famille, elle va vous octroyer un certain nombre de points de mouvement, une capacité innée que vous allez pouvoir utiliser, et ensuite vous avez la description de votre famille. En l'occurrence ici, nous avons la capacité innée qui est P intérieur. Donc c'est celle-ci qui va nous permettre effectivement donc, de pouvoir, en rentrant dans une profonde méditation au cours d'une période de repos, de récupérer un des 6 points de santé et un des 6 points de volonté supplémentaires, et de pouvoir supprimer un état de plus. Je reviendrai un peu sur les explications des états. Donc ça c'est la première étape. Donc votre famille va vous octroyer déjà un certain nombre de points de mouvement qui sont définis, et ainsi qu'une capacité innée. Ensuite, vous allez choisir une profession. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi chasseur. Donc, il faut s'assurer effectivement de disposer de l'attribut principal. Ensuite, nous avons également une capacité professionnelle qui nous est octroyée. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est la fameuse capacité double tir. Voilà, donc qui nécessite
certains prérequis. Donc par exemple, c'est d'avoir la compétence Bows Work à 12 et qui va nécessiter la dépense de 3 points de volonté pour nous permettre d'attaquer avec un arc et lorsqu'on va activer cette capacité de pouvoir tirer de flèches au lieu d'une. Voilà, par exemple. Donc là, ça c'est la capacité innée et elle nous octroie aussi un certain nombre de compétences associées à cette profession. Nous allons ensuite choisir un âge pour le personnage. Alors nous avons le choix entre jeune, adulte ou vieux et selon l'âge choisi, cela impacte le nombre de compétences de métier que nous allons avoir en début de création ainsi que les caractéristiques. En effet, si on est jeune, nous allons avoir un bonus en agilité et en constitution, et inversement, si on est âgé ou vieux, nous allons avoir des diminutions en force, agilité et constitution, et un bonus en intelligence et volonté. Voilà, et en tant qu'adulte, on n'a aucune modification de caractéristiques, et par contre, en revanche, donc au niveau des compétences de métier, en tant qu'adulte, je vais avoir 4 compétences supplémentaires en plus de mes 6 compétences liées à ma profession que je vais pouvoir donc avoir en début de partie. Voilà, donc il y a l'impact sur l'âge et ensuite nous allons pouvoir faire des jets de caractéristiques pour définir les valeurs dans nos différents attributs. À savoir qu'on va lancer 4d6 et on va garder les 3 meilleurs. Et ensuite, donc, on va pouvoir ajuster donc, nos caractéristiques également en fonction de notre âge, comme je l'ai dit. Et ensuite, on va attribuer tout ça selon donc, en fait, le choix de notre personnage en termes de profession et savoir par exemple quel attribut mettre plus en avant. Bah, typiquement pour le chasseur, effectivement, le 17 en agilité, c'est nécessaire, on va dire, pour ce type de personnage. Donc nous avons ensuite les caractéristiques qui ont été effectuées. Donc ensuite, nous avons quelques valeurs dérivées qui vont découler de nos différentes caractéristiques, donc à savoir le bonus aux dégâts, nos points de santé, nos points de volonté. Et ensuite, nous allons pouvoir passer sur la partie inventaire équipement. Voilà. Et enfin la partie apparence. Et nous allons pouvoir choisir également un souvenir. Voilà. Donc là en l'occurrence c'est le croc arraché alors qui a tué ma sœur, qui me permettra une fois par session de récupérer d'un état supplémentaire pendant une période de repos. Une fois le nom trouvé également au personnage, nous avons terminé notre création et nous allons pouvoir partir à l'aventure. Et donc, d'un point de vue aventure, nous allons être amenés à effectuer des tests de compétences ou des tests de compétences de combat. Et donc concrètement, comment cela fonctionne? Et bien alors dans la section compétences, je vais être amené par exemple, comme vous pouvez le voir, chaque compétence est attachée à un attribut. De même pour les compétences martiales. Donc si je suis amené à effectuer par exemple un test d'acrobatie ici, je vais cliquer dessus. Alors vous allez voir que nous avons donc des faveurs et des fléaux que nous allons pouvoir renseigner. Alors faveurs et fléaux, c'est un peu la même chose que pour les avantages et les désavantages. Ça va nous permettre de lancer des D20 supplémentaires, un ou plusieurs D20 supplémentaires, et donc dans le cas d'avantage, nous allons garder le meilleur de tous ces D20, et en cas de fléau, donc et donc de désavantage, on va garder le moins bon résultat. Sachant que, contrairement ici à Donjons et Dragons par exemple, il ne faut pas faire le résultat le plus élevé au D20, mais au contraire, il faut qu'il soit inférieur ou égal à la valeur de notre attribut. Donc plus le résultat sera petit, meilleur sera le test. Donc là par exemple, admettons que dans le cadre de mes acrobaties, j'utilise ma corde, je vais cliquer ici, et je vais cliquer ici sur G. Et vous voyez donc qu'on lance 2d20, j'ai fait 3 et 16, et que logiquement, il a dû me garder le 3, et donc j'ai réussi mon test de compétence acrobatie. A noter également qu'en termes de lancer de dés, lorsque vous allez tomber sur un dragon, ce qui signifie faire un 1 au D20, donc un succès critique, vous allez bénéficier de certains effets supplémentaires lors de votre test, comme par exemple, vous allez impressionner tout le monde autour de vous, vous obtenez plus que ce qui était prévu, ou vous réalisez l'action plus rapidement que d'habitude. Et à l'inverse, si vous tombez sur un démon, si vous faites un 20 sur un D20,
eh bien c'est un échec critique, et donc vous allez par exemple vous blesser, ou blesser quelqu'un d'autre, ou endommager l'objet que vous étiez en train d'utiliser pour votre test, vous ridiculiser devant tout le monde, ou alors vous pouvez très bien faire beaucoup de bruit. Donc ça, c'est pour les lancers de dés, des effets supplémentaires, donc selon un succès critique ou un échec critique. Et pour celles et ceux qui sont familiarisés avec le Year Zero Engine, il y a là également la possibilité de pouvoir pousser son jet de dés. Alors comment cela se traduit? Par exemple ici, je vais faire un test d'équitation pour Orla Argent de Lune. Donc je fais mon test, et vous voyez qu'on a fait 1,11. Voilà, j'ai la possibilité de forcer la chance. Forcer la chance, ça va se traduire par je vais choisir une condition qui va m'octroyer un malus, et donc pour l'attribut associé, donc la force pour l'état épuisé, constitution pour la condition malade, l'agilité pour la condition étourdie, etc. etc. Je vais donc, pour tous les tests associés à l'attribut en question, associés à la condition que j'aurais choisie, je bénéficierai d'un dé de malus pour le test. Donc par exemple, si je choisis ici d'être épuisé et de forcer la chance pour mon test d'équitation, ici, voilà. Donc là, vous voyez que hors l'argent de lune devient épuisé. J'ai relancé le dé, je viens de faire un 4 au D20, donc c'est un succès pour mon test d'équitation. Et vous voyez, il y a notamment donc, un petit losange rouge qui vient d'apparaître sous la condition épuisée par rapport à l'attribut force, de sorte que maintenant, si j'effectue un test de force, par exemple comme crafting ici, si je clique dessus, vous voyez, j'ai déjà un fléau épuisé associé, et donc je vais lancer 2 dés et je vais garder le plus mauvais lorsque je vais faire mes tests liés à la force. Voilà, là en l'occurrence j'ai fait 8 et 14, et il va me garder le 14. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, rechoisir une condition pour forcer par exemple mon test. À noter également, donc, pour se débarrasser de ces conditions, ça passe par des phases de repos. Au niveau des tests d'opposition, alors sur le même modèle, on va regarder lorsqu'il y a plusieurs personnages qui sont amenés à faire un test, celui qui fera le résultat le plus bas et qui réussira son action, c'est lui en fait qui réussira en fait à se détacher par rapport en fait aux autres personnages. Par exemple ici, nous avons donc ici Orla Argent de Lune, et nous avons ici Chrysana l'Audacieuse. Elles vont effectuer toutes les deux un test de performance. Voilà, on va dire avec un extra chacun. Voilà. Donc là, elle a réussi, elle a fait un 3. Je vais faire un test de performance avec un extra également pour Chrysana l'Audacieuse. Voilà, elle effectue son jet. Donc, alors, on voit qu'elle a fait un 6. Donc en l'occurrence, malheureusement, elle a échoué à son test. Et en revanche, on voit que Orla Argent de Lune a fait un 3, donc elle a réussi son action. Mais par exemple, si Chrysana avait réussi à effectuer par exemple un 5 ou un 4, elle aurait également réussi son action. Mais c'est tout de même Orla qui se serait détachée en termes de prestations et de résultats, puisqu'elle a fait un résultat au dé qui était plus bas que celui de Chrysana. Abordons à présent la partie combat. Alors à Dragonbane, comme pour pas mal de systèmes Year Zero Engine, on va utiliser des cartes d'initiative. Alors ici, j'ai directement installé le module qui va bien, qui s'intitule le fameux Year Zero Engine Combat, pour pouvoir gérer les cartes pour l'initiative. Et donc, pour démarrer un combat, je vais sélectionner donc mes protagonistes, et je vais donc démarrer le combat. Alors, à noter que au niveau des protagonistes, ils sont en général de deux types. Nous avons des créatures la plupart du temps. Donc chaque créature va disposer notamment d'un niveau de férocité qui va correspondre au nombre d'attaques qu'elles vont pouvoir réaliser par tour. Donc en l'occurrence là, les chauves-souris vampires vont pouvoir attaquer 2 fois dans le même tour. Donc elles disposent donc d'une taille qui va pouvoir octroyer des malus ou des bonus lors des combats aux adversaires, une phase de mouvement, une armure, donc valeur que l'on va retirer au niveau des dégâts que la créature va recevoir,
éventuellement des traits. Nous avons leurs points de santé mentale, leurs attaques monstrueuses et leur esquive ou parade. Et le cas échéant, des compétences générales. Donc là, en l'occurrence, la seule compétence générale dont elle dispose, donc c'est s'échapper. Et donc en termes d'inventaire, donc on voit que bon, bah, là, cette créature n'a aucun inventaire particulier. Alors, comme je le disais, la plupart des créatures auront ce type de profil en termes de caractéristiques. Et nous avons une autre catégorie de créatures, enfin dites de PNJ, ce qui vont être par exemple des gobelins, des orques, qui vont sur le même modèle que les personnages joueurs et joueuses disposer donc notamment de compétences. Par exemple ici, si je vais dans le bestiaire et que je prends par exemple le gobelin, je clique ici, vous voyez, donc grosso modo, on a quand même le gobelin ne dispose pas de valeur de férocité, mais plus de dégâts de bonus en force, de dégâts de bonus en agilité et de mouvement, au même titre que les pré-tirés hein, que nous avons pu voir. Et si je vais dans la partie compétences, vous voyez qu'il dispose d'une multitude de compétences générales et compétences martiales, comme les pré-tirés. Concernant les créatures, en termes d'attaque, une chose que j'apprécie beaucoup dans ce système, c'est qu'elles disposent toutes d'une ou plusieurs attaques monstrueuses. Et donc en général, cette attaque se traduit par un jet dans une table aléatoire, de sorte que soit vous choisissez l'attaque parmi la liste que va réaliser la créature, en l'occurrence ici, donc ma chauve-souris dispose de ces trois types d'attaques, le Swirling Aurore, Collective Attack et Mass Attack, ou alors je pourrais décider que à chaque attaque, elle fasse un test aléatoire dans la table. Et par exemple, nous avons par exemple le dragon ici qui va lui disposer donc de 6 attaques différentes aléatoires, de sorte que ce que j'aime bien dans ce système de jeu, c'est qu'en termes de combat, les créatures ne sont jamais amenées à effectuer le même type d'attaque à chaque tour, donc elles peuvent surprendre vos joueuses et vos joueurs. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce système. Et donc pour en revenir au combat, donc voilà, je vais sélectionner ici mes protagonistes et je vais démarrer. Voilà, une session de combat. Là, je vais cliquer sur démarrer le combat. Et donc, comme je l'avais indiqué, mon vampire ici, enfin mes chauves-souris vampires ont une férocité de 2, donc effectivement, elles vont agir 2 fois. Elles vont agir en premier avec le score d'initiative de 1. Ensuite, ce sera Orla qui effectuera son attaque et ensuite elles attaqueront de nouveau. Et donc comment ça va se passer? Donc là, donc, je vais commencer donc, ma première attaque. Donc ici, donc, je vais cliquer sur ma chauve-souris vampire. Donc je vais tout simplement effectuer un test aléatoire dans la table ici d'attaque. Et donc là, elle effectue donc une attaque de masse. Donc les chauves-souris se séparent pour attaquer tous les personnages dans un rayon de 10 mètres. Chaque victime subit 8 dégâts tranchants. Et donc alors ici, je vais quand même sélectionner Orla. Donc voilà. Donc je vais appliquer mes 8 dégâts qui devraient donc voilà, qui vont s'appliquer à Orla de Lune, comme vous pouvez le voir. Alors, je fais un clic droit souris et là je vais pouvoir infliger les dégâts, infliger la moitié des dégâts, infliger le double des dégâts ou infliger les dégâts en ignorant l'armure. Donc là en l'occurrence je vais infliger les dégâts et donc on va prendre en compte l'armure d'Orla, donc de sorte que là, ici, comme vous pouvez le voir, donc elle a une armure de cuir de niveau 1, elle prend 3 dégâts. Donc ici, je reviens dessus, je fais mon clic. Donc normalement, vous allez voir, ses points de santé vont passer à 13. Voilà, j'inflige les dégâts. Voilà, donc 2 points de santé de dégâts ont été appliqués à Orla Argent de Lune. Donc vous voyez, elle est passée, elle a perdu 2 points de santé. Ensuite, donc ça va être au tour de Orla d'attaquer. Donc en l'occurrence, Orla, elle va peut-être profiter de ses capacités spéciales comme sa capacité double tir qui va lui permettre d'attaquer avec de pouvoir tirer 2 flèches au lieu d'une. Donc en l'occurrence on va
je vais appliquer donc cette capacité héroïque. Donc 3 points de santé. Donc on va faire en sorte de pouvoir l'utiliser. Voilà, donc, donc je vais dépenser mes 3 points de santé. Alors, donc, en l'occurrence, ici, si je retourne là, donc elle a double tir, capacité double tir. Je dépense ici mes 3 points de volonté pour utiliser double tir. Voilà, donc là, je vais maintenant cibler la nuée de chauve-souris vampirique. Elle va appliquer son double tir. Oui, voilà. Dépenser pour utiliser double tir. Donc voilà, donc là maintenant, elle va pouvoir faire son attaque. Voilà. Hop, donc on va faire son attaque d'arc long. Voilà, attaque à distance. Donc là, comme elle, donc sa capacité double tir, donc on va tirer 2 flèches. Voilà, et donc on va faire donc le double des dégâts. Donc là, on effectue le jet. Voilà, donc c'est réussi. J'ai 2 dégâts. Je fais mon clic droit et donc là, on va infliger le double des dégâts. Et donc on afflige 6 points de dégâts qui a été appliqué à ma nuée vampirique. Vous voyez, elle a perdu 6 points de dégâts. Et ensuite, donc, sur le même modèle, on va poursuivre avec ma nuée vampirique qui va donc infliger une nouvelle attaque. Et donc là, je vais par exemple décider de faire encore une attaque aléatoire. Hop, et donc on y retourne. À noter aussi que lorsque vous tombez à 0 en point de vie, en point de santé ici, vous ne mourrez pas, mais par contre il va y avoir un jet dans une table de coups critiques qui va s'appliquer à votre personnage, et donc qui pourrait éventuellement par la suite entraîner le décès, mais vous pouvez être soigné également. Au niveau de la magie, j'aime bien aussi à titre personnel la proposition faite avec ce jeu, à savoir donc en termes de magie, on a 3 écoles de magie, en tout cas dans le livre de base, donc qui sont donc l'animisme, donc tout ce qui est attrait à la nature, l'esprit et Dieu, etc. La magie et l'élémentalisme, donc tout ce qui est attrait donc aux 4 éléments, le vent, l'eau, la terre et le feu. Et enfin la magie mentalisme, donc tout ce qui a trait à l'esprit et au corps. Et en parallèle, nous avons une magie universelle, c'est pas une école en soi, mais en fait ça regroupe un peu toutes sortes de sorts généraux. Alors c'est ça qui est assez chouette aussi au niveau de la magie, c'est qu'à la création de personnages, vous allez pouvoir donc choisir certains sorts. Voilà, donc par exemple typiquement vous voyez donc là l'archimètre Aodan, même pour un personnage nouvellement créé, peut tout de même disposer par exemple du sort Fireball, hein, boule de feu. Voilà, et donc il va pouvoir utiliser. Alors à noter aussi que chaque sort a un niveau de puissance qui s'échelonne de 1 à 3. Et alors pour la magie universelle, on a, vous voyez par exemple, on n'a pas de niveau de puissance, mais donc ça va être de pouvoir, à chaque lancer de sort de magie universelle, on va dépenser un point de volonté. Et ici par exemple, voilà le niveau de puissance, le niveau de puissance attribue à un sortilège, on dépense 2 fois la valeur du niveau de puissance en termes de points de volonté. De sorte que par exemple là, si je veux faire si je veux lancer une boule de feu, voilà, que je fais mon test, vous voyez, donc là, il a fait 15 à son test, donc à vérifier s'il a réussi ou pas, et vous voyez, il y a 2 points de volonté qui qui ont été retirés, donc vous voyez, donc en plus, l'archimètre a raté son lancer de sort, et donc il va pouvoir choisir une condition s'il veut forcer son lancer de dés, par exemple. Donc ouais, de peu, puisqu'il avait 14 en boule de feu. À noter aussi que par rapport à la magie, sur un 20, donc un échec critique, il y a un incident magique qui se produit, qui s'applique et donc qui peut compliquer également donc, la situation immédiate en partie. Donc là par exemple, si je force la chance, allons-y, voilà, épuisé, donc là il réussit et donc mon lancer de boule de feu est un succès.
Et donc je pourrais éventuellement donc appliquer des dégâts qui vont bien, donc par exemple sur mes chauves-souris vampiriques ici. Alors à noter aussi que vous avez un certain nombre de sorts qui sont directement préparés et que vous allez pouvoir lancer. Ensuite, ceux qui ne sont pas préparés, vous les avez dans votre grimoire, et donc vous allez pouvoir les lancer, mais effectivement avec un malus, le cas échéant. Donc voilà, c'est toujours possible. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce système, c'est la gestion de l'expérience. En effet, je suis pas très client des jeux à points d'XP avec montée de niveau, etc. C'est quelque chose, je suis pas particulièrement fan. Ici, en fait, on a un marqueur de progression. Donc, alors tout d'abord, chaque fois que vous allez effectuer sur un lancer de dés, que vous allez faire un dragon ou un démon, donc en 1 ou en 20, vous allez cliquer en fait sur la compétence en l'occurrence. Par exemple, mettons que j'ai fait un test d'acrobatie et que j'ai fait un 20 et que ça a été un échec total. Je vais pouvoir ici mettre une petite coche également ici. Ensuite, il y a un marqueur de progression, c'est notamment à la fin d'une session de jeu, en fait, le gardien ou la gardienne va vous poser quelques questions, si vous avez participé à la session de jeu, si vous avez exploré un nouveau lieu, si vous avez vaincu en plusieurs adversaires dangereux, est-ce que vous avez surmonté un obstacle sans utiliser la force, est-ce que vous avez cédé à votre faiblesse, puisque chaque personnage a une faiblesse également. Et donc, selon le nombre de oui sur lesquels que vous allez répondre, ça va vous permettre aussi de sélectionner une compétence supplémentaire dans la liste. Par exemple, mettons ici, j'ai bluffing. Je vais sélectionner par exemple l'équitation, parce que j'ai fait tenter un test d'équitation. Donc voilà, en fait, admettons, j'ai ces 3 compétences. Et donc, je vais pouvoir faire un jet de progression. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on lance un dé 20. Voilà, et donc si on obtient un score supérieur, on va progresser de 1 dans la compétence. Vous voyez, donc là j'ai fait 9, j'avais 5 en bluff, je viens de passer à 6. Et de même ici en équitation, là je lance, donc voilà, j'ai fait 4, dommage, donc là mon score d'équitation n'augmente pas. Mais par contre, ça va me permettre au fur et à mesure de pouvoir monter les compétences et les compétences martiales, etc. etc. Et de même, va y avoir également la possibilité d'améliorer une école de magie que l'on connaît, etc., avec les compétences associées. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, puisque là, il y a pas de notion de niveau, etc., dans ce jeu, et j'apprécie également ce point-là. J'espère que la présentation du système Dragonbane sur Foundry vous aura intéressé, vous aura permis un peu de découvrir un peu cet univers. Par ailleurs, à noter également que si vous souhaitez un peu en découvrir un peu plus sur Dragonbane, sur le site d'Arcane Asylum, dans la section téléchargement et la section Dragonbane associée, il y a le guide de démarrage qui est téléchargeable gratuitement, qui contient donc un peu une description assez succincte du système, ainsi qu'une petite aventure avec les prêts-tirés associés, donc pour vous faire un peu une idée. Voilà, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.